Sur Info Télévision, alors si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Ah oui, aujourd'hui on va parler de femmes. Qui dit femme dit développement, dit créativité notamment, dit peut-être aussi entrepreneuriat. Mais on va s'arrêter aujourd'hui sur la culture, car vous savez, la culture, c'est ce qui nous définit. On a notre identité. Peut-être aussi, elle nous éduque, la culture. Oui, on va parler d'éducation, on va parler de femmes, puis on va parler également de cette femme qui est auteure, elle est multifonction, pépiniériste, agricultrice, actrice, et peut-être je sais pas quoi d'autre, elle nous dira ce qu'elle fait entre autres de son quotidien. Sans plus tarder, nous allons accueillir cette dame, mais avant ça, nous vous souhaitons déjà à tous un bon début de week-end et surtout, soyez scotchés sur Info TV, car aujourd'hui, nous allons parler notamment de quelque part un peu, on peut dire quelque part un peu de créativité, de psychologie et un peu aussi, on va parler, n'est-ce pas, de l'influence qu'a justement l'Europe sur les femmes et peut-être l'Europe sur l'Eldorado qu'on croit être peut-être aussi la porte de sortie à la pauvreté et puis entre autres peut-être aussi avoir un peu de richesse. Sans plus tarder, on va présenter l'invité. Info TV, surtout ne bougez pas car on va parler notamment de femmes et puis on va parler de créativité, de littérature. Qui dit littérature dit aussi instinct profond, on parle du mindset, de créativité et aussi quelque part de leadership, car le leadership aussi aujourd'hui définit les femmes. Alors nous allons accueillir l'invité qui n'est autre que Madame Amougou Mbarga. Alors on dit Amougou Mbarga, il n'y a pas de prénom, pourquoi Amougou Mbarga? Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que je devrais avoir un prénom? C'est à vous de nous dire, c'est quoi vos parents ne voulaient pas utiliser les prénoms de la Bible ou bien ils étaient anticonformistes, c'était quoi exactement? Ce n'était rien de tout ça. C'est le nom qu'ils ont donné à leur enfant. Et Amougou Mbarga, ça me va bien. Ce n'est même pas demain que je changerai ça. Merci. On voit peut-être un instinct de féminisme, de panafricanisme, mais bon, on va un peu essayer de voir et têter un peu tout ça durant toute l'émission. Alors, vous êtes auteur, pépiniériste, agricultrice, actrice, et puis il paraît qu'il y a encore d'autres qualités, peut-être que je ne sais pas. Mais néanmoins, vous venez de commettre un ouvrage, votre tout premier, au nom des Kaolo. On sait que Kaolo, à l'époque, ça signifiait papier, avoir les papiers en Occident. Voilà, vous avez justement l'auteur et peut-être, on peut dire l'héroïne, c'est une femme qui a 3 enfants, qui veut voyager, qui peut-être veut changer sa vie. On ne sait pas où sont passés le père de ces 3 enfants. Mais bon, bref, vous êtes là sur le plateau, vous allez nous parler de ça. Mais avant ça, est-ce qu'on peut parler déjà de votre parcours? C'est vrai qu'ici, avant de recevoir les femmes, on essaye de savoir quel est leur parcours, car on sait qu'aujourd'hui, il y a toujours des femmes qui sont là pour impacter. Il y a des femmes qui sont là, qui viennent ici justement pour apporter un peu de leur vécu et ce qu'elles ont pu faire déjà durant toute leur vie. On sait que vous êtes très jeune, mais néanmoins, dites-nous un peu, c'était quoi votre parcours? Je n'ai pas un parcours atypique, c'est un parcours commun, comme il y en a plein là-dedans. Un baccalauréat et peut-être pas vraiment autre chose en plus. Mon CV n'a malheureusement pas la taille d'un bras comme il y en a ici dehors. Donc, je suis cette femme du continent ou du pays parce que le pays, le Cameroun et le continent, c'est des synonymes. Désormais, c'est pareil, c'est la même chose. L'Afrique en miniature, hein? Ouais. Aussi. En plus d'être l'Afrique en miniature, c'est le Cameroun et c'est le continent. Je suis comme toutes celles qui sont là dehors, rien de vraiment extraordinaire. Merci.
Voilà, un peu timide d'entrée, mais bon, on espère qu'avec justement au fil de l'émission, elle pourra s'ouvrir à nous. Alors, on sait qu'aujourd'hui, vous avez commis un ouvrage. C'est vrai que vous n'avez pas voulu continuer votre parcours. On sait que vous êtes pépiniériste, agricultrice, on sait que vous êtes actrice, peut-être chanteuse aussi, ou comédienne, on ne sait pas trop ce que vous faites entre autres. Mais néanmoins, on va parler de littérature. Aujourd'hui, on sait que la littérature est beaucoup habitée par les femmes ces dernières années, car on voit beaucoup de femmes qui reçoivent des distinctions à l'extérieur. Et ce sont toujours les femmes qui valorisent le Cameroun dans ce domaine. Pourquoi avoir choisi, n'est-ce pas, cette thématique qui est quand même assez subversive, notamment concernant les papiers, le voyage, l'immigration, parce que c'est exactement ça qui est un peu la problématique, notamment dans la société aujourd'hui. Ok, merci. Pourquoi avoir choisi l'immigration, le départ, le voyage et tout? C'est d'actualité. Et beaucoup de femmes et beaucoup de filles rêvent de partir parce qu'elles pensent qu'ailleurs c'est mieux. L'herbe est verte de l'autre côté. Et ce n'est pas seulement le propre des femmes, c'est également le propre de la jeunesse et beaucoup d'autres personnes en Afrique subsaharienne. On veut partir. Parce qu'on se dit que de l'autre côté, on ne manque pas de travail. On est payé même quand on ne travaille pas. Nous sommes, dit-on, très informés sur les allocations chômage et des choses comme ça. Les gens veulent partir. Et maintenant, l'héroïne, dans le cas d'Express, c'est une femme. Mais ça ne concerne pas seulement la gente féminine, ça concerne tout le monde. Cette fois-ci, c'est Naomi Ensala, parce qu'il s'agit d'elle qui a été choisie. Demain, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Oui, Naomi Ensala. Est-ce qu'on peut savoir la trame de l'histoire, c'est quoi? Parce qu'on sait que elle vit une vie qui n'est pas quand même assez facile. Alors elle s'en va à l'encontre peut-être de d'autres nouvelles expériences. Par exemple, elle dit voilà, il faudrait que j'ai un blanc et à tous les prix, il faudrait que j'aille voir des marabouts, des féticheurs. Il faudrait que j'aille jouer la pute, peut-être, excusez peut-être l'expression. Voilà. Et ça se passe comment exactement la trame de cette histoire? Qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, présenter au public? Quel est justement le message que vous voulez faire passer? L'intérêt premier, c'était de mettre les mots sur les mots des femmes. Non. Naomi Ensala, dans sa condition, choisit, parce que c'est un choix aussi. Elle est coiffeuse à la base. Oui. Elle choisit de délaisser son métier premier pour faire dans la prostitution, vous l'avez évoqué avec des termes un peu plus durs, mais ça traduit la même réalité. Elle a choisi la petite prostitution à la recherche d'un blanc pour changer sa condition. Parce qu'elle est dans une petite vie, il faut le dire, avec des petites histoires d'amour pourries. Les papas de ses enfants sont partis. Elle en a 3, avec des géniteurs différents. Oui. D'accord. Et tous sont partis, aucun n'est resté. Il faut bien qu'elle prenne soin de ses enfants. Elle aurait pu le faire autrement, parce qu'elle a un métier. Elle aurait pu le faire en restant coiffeuse, mais elle a choisi d'aller à la recherche du blanc. Et le dehors n'est pas facile. La vie qu'elle a choisie là, elle n'est pas facile. Il faut donc aller chez le marabout, il faut aller chez les églises, dans les églises dites réveillées pour aller chercher tout ce qu'elle a allé chercher là. Et dans cette quête-là, parce que c'est une quête, elle est obligée de faire des choses qui, à la limite, heurtent la morale, qui vont même au-delà de sa culture et de son éducation. Mais il y a toujours un prix à tout. Alors, c'est vrai que le prix à payer est souvent assez difficile, mais le message s'adresse à qui exactement? Le message... Parce que vous avez choisi une héroïne femme. On sait que la femme, c'est beaucoup d'émotions. Parce que la femme agit avec les émotions, les sentiments, par rapport à l'homme peut-être, par exemple, qui est plus réservé. Le message s'adresse à qui exactement? Parce que quand vous choisissez une femme, peut-être vous vous adressez aux jeunes filles ou bien, je sais pas moi. Le message commence à s'adresser d'abord à tout le monde, de manière générale. Parce que nous allons partir du général pour le particulier. Ça commence en général à s'adresser à tout le monde, parce que là-dedans, il n'y a pas que... c'est une odyssée en fait. Il n'y a pas que la prostitution et la petite vie pourrie, il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a la mort, il y a les rêves, il y a beaucoup de choses. Après, la gente féminine maintenant, il y a la jeunesse. Comme je disais, tout le monde veut partir. Et beaucoup d'entre nous sont partisans du moindre effort. Il faut faire des efforts, il faut travailler pour gagner son pain. Parce que ce n'est pas, même si on réussit à épouser ce pseudo blanc-là, c'est pas parce qu'on l'aura épousé qu'on ne va plus travailler, qu'on va plus faire des efforts. Il faut mettre la main à la pâte, il faut mouiller le maillot, comme on dit au continent. C'est vrai qu'on ne va pas peut-être essayer de raconter toute l'histoire, mais je veux seulement savoir, est-ce qu'elle va trouver ce blanc? Elle va le trouver. Oui. Elle va vivre avec lui, sauf qu'elle n'est pas la seule chasseuse de primes.
Oui. Parce qu'elle est une chasseuse de primes. En fait, c'est ce qu'elle est devenue. Des chasseuses de primes. Dans cette ville-là, il y en a. Quelqu'un d'autre, une autre fille mettra le grappin sur le même blanc. Donc il faut aller un peu plus loin. Ça veut dire qu'il faut faire ce que l'autre n'a pas pu faire pour... donc ça devient une concurrence rude et ce n'est pas facile. Elle, à la fin, je laisse au lecteur le soin d'aller voir ce que c'est devenu cette bataille-là. Oui, parce que là on parle de valeurs quand même. Aujourd'hui, si on se rend compte qu'il y a des valeurs qui ne sont pas bien appropriées quand on rencontre des gens, on se rend compte aujourd'hui que les jeunes enfants, les jeunes ont besoin de beaucoup de valeurs pour mieux évoluer dans la société, parce que, excusez-moi, le personnage déjà qui s'en va chez un féticheur, qui veut faire des choses inimaginables pour obtenir un but qui forcément ne la rendra pas heureuse, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui n'ont pas été reçues, et puis voilà, peut-être c'est aussi ça que vous essayez d'exprimer peut-être dans cet ouvrage, qu'il faut demander aux jeunes d'avoir des valeurs, d'aller à l'école, de travailler pour obtenir ce qu'on a, peut-être c'est ça aussi, non? C'est aussi ça. Seulement, ce n'est pas toujours à la maison quand on prend ces choses-là. Parfois, le parent se courbe les chines et le parent met toutes les batteries en marche pour que l'enfant ait une éducation acceptable. Maintenant, le milieu de vie, les compagnies, tout ça nous entraîne. Parce qu'elle a des amis, elle a des conseillers et elle se laisse un peu influencer. Mais les valeurs restent parce que après, forcément, elle n'a pas gain de cause. Parce que sinon, on ferait l'apologie de tout ce qu'elle allait faire là pour réussir. Oui, mais comme on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, qui voyagent. Justement, c'est même le bon moment pour en parler. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des jeunes qui pensent que l'Eldorado se trouve ailleurs, qui voyagent dans le désert, après vont mourir peut-être aussi en mer? Alors, quel est le regard que vous portez face à justement ces actes qui sont commis par ces jeunes qui veulent aller ailleurs et qui se disent le Cameroun n'a plus rien à leur apporter? C'est d'abord très difficile. Parce qu'on ne peut ni se réjouir, ni rester zen face à la décrépitude d'un être humain. Parce que ça reflète le désespoir. Ce départ sans préparation parfois là, où on va mourir dans la mer ou au désert. Ça relève du désespoir. Et pourtant, quand on est en vie, on ne devrait pas être désespéré. Peu importe, parce que l'herbe n'est pas verte ailleurs. Même là où on va là, avec ou sans les kaolos, on ne s'en sort pas forcément là-bas. Il y a beaucoup d'humiliation. Il y a le climat qui est invivable. Il y a trop de choses. Il y a même le choc des cultures. Donc ce n'est pas une évidence. Il y a la xénophobie, justement il y a la xénophobie et toutes ces choses. Voilà, ces personnes-là aussi, ces personnes-là qui veulent absolument partir, si elles ont le cran, si elles ont assez de courage pour affronter le désert, ce même courage peut servir ici au continent. Elles peuvent travailler sur place. Tout à fait. Parce qu'on a vu des jeunes, on apprend qu'il y a 50 Camerounais qui sont morts, n'est-ce pas, par bateau. 2 jours après, il y a des Camerounais qui repartent toujours. Pourquoi ce flux, n'est-ce pas, pourquoi ce flux observé ne laisse personne indifférent, mais les gens continuent à aller voyager toujours? Les gens, je n'ai pas la science infuse, mais je pense que les gens continuent toujours de voyager parce que il y en a qui sont partis. Et ils ne s'en sortent pas forcément de l'autre côté, mais nous vendent le rêve. Ils nous envoient des photos. On est devant la Tour Eiffel. On fait même des montages. Il y a même le Photoshop qui nous aide. Et pourtant, on vit une petite misère là-bas. On est dans un réduit, on est serré. Parfois, on vit même sous un pont. Mais on va dans une association, peut-être Emmaüs. On a un plat chaud, on prend 2 ou 3 vêtements, on se filme et on envoie. C'est ce rêve-là qu'on vend. On laisse croire à ceux qui sont restés au pays que tout va bien de l'autre côté, alors les gens sont prêts à tout pour aller chercher un meilleur être. Et pourtant, ce n'est que du vent parfois. Et pourtant, ça sort aussi au Cameroun, parce que là, aujourd'hui, on reçoit Madame Amugumbarga, qui a justement commis un ouvrage, qui est pépiniériste, agricultrice. On sait que la culture, l'agriculture aujourd'hui, c'est la richesse de demain. Le verre, aujourd'hui, on sait quand même que c'est même dans les ODD aujourd'hui, on parle beaucoup d'agriculture. Il faut rester au Cameroun, construire l'Afrique. C'est pas en allant ailleurs qu'on va construire, parce qu'à un moment donné, tu t'envoies de l'autre côté, tu ne réussis pas, tu as honte de rentrer, parce qu'il faut aussi le rappeler. Il y en a qui ont beaucoup honte, ils ont peur du candidaton, les moqueries. On va dire, ben, quand je partais, j'ai laissé mon voisin, mon ami au pays. Quand je rentre, il a déjà construit une maison. Moi, j'en ai pas. De toute façon, quand j'étais en Europe, même quand j'avais les petits jobs, je pouvais pas économiser parce qu'il fallait payer le loyer, il fallait le transport, il fallait. Je n'ai pas réussi. Et puis quand je rentre, ceux dont je me moquais, ils se sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une grande villa, ils vivent, ils ont investi. Tu vois, il y a peut-être ce côté-là aussi qui fait que certains deviennent un peu frustrés.
peut-être on a aussi, c'est un cas peut-être avec, je sais pas forcément ce que je dis, hein, avec ceux qui réclament, je sais pas, à la base, un truc pareil. Parce que quand on essaie de faire le ratio, quelque part, on voit quand même à 60%, c'est des gens qui ont un peu raté leur vie. Il faut le dire aussi. Hein. Oui, il y a un manque. Oui. Ils laissent transparaître un manque. En réalité, ces personnes-là, je ne suis pas dans leurs chaussures. Parce qu'il faudrait même déjà commencer par être dans les souliers de quelqu'un pour pouvoir apporter un infime ou un quelconque jugement dans sa vie. Oui. Donc, on ne va pas parler de jugement, mais si j'avais un avis à donner, je dirais peut-être que ces gens-là, il y a un manque. Ils expriment un manque ou un besoin. Parce qu'en réalité, ils en veulent le monde entier, ils en veulent en réalité, ça ne serait pas. Il y a certains qui ne sont pas de cette confrérie, mais qui, quelque part, ils ont des petits boulots, ils ont des enfants, ils font leur vie, mais ils n'en veulent pas au monde entier. Justement, hein? Parce que non seulement ils ont accepté, mais il faut commencer par accepter. Oui. Ils ont accepté, mais ils sont occupés. Parce que si on est désœuvré, on a le temps pour les marches, on a le temps pour les émeutes et tout. Ils sont occupés. Ils ont accepté leurs conditions, ils sont occupés. Ils ont l'obligation des résultats. Parce que c'est vrai que nous, les familles qui restons en arrière ici, nous sommes ces gens, nous sommes responsables du stress et de la dépression que les gens vivent en Europe. Parce que aussi un frère ou une sœur est parti, c'est le téléphone qui sonne le matin, ça sonne à midi, ça sonne le soir. C'est le on veut, un tel est mort, un tel est malade, un tel doit. Non, en Europe, on ramasse, c'est pas comme si on ramassait de l'argent là-bas. Donc, je suis persuadée que ceux-là qui sont dans la rue tous les jours à revendiquer, à demander, ils sont désœuvrés, qu'ils essayent un peu d'occuper leur journée. De trouver un boulot et puis d'essayer de construire leur vie. Pas forcément de dire il y a la mal. On sait qu'il y a la malgouvernance, on ne refuse pas. Mais il y a même accuser le monde entier, accuser tout le monde, agresser des gens, interdire des concerts. Quelque part, je trouve ça malsain. Car l'idéologie, en fait, elle se partage et puis on est libre de s'exprimer et de faire des choix. On ne force pas quelqu'un à s'exprimer. Parce que là, ça ne devient plus de la démocratie. Ça devient de la dictature. Là, c'est de l'insurrection carrément. Donc voilà, on a justement Madame Amobukbarga qui va nous parler aussi de son côté peut-être un peu entrepreneurial avec l'agriculture. Comment est-ce que vous entrez dans l'agriculture et pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? D'accord, bonne question. J'entre dans l'agriculture, je vais dire de manière triviale, dans la pépinière. D'abord, l'amour de la nature. Mais après l'amour de la nature, ça ne paye pas les factures. Il faut travailler, il faut produire de l'argent. On va dire que j'ai des personnes autour de moi qui faisaient déjà ça avant et ils en parlaient avec beaucoup de passion. Moi, ayant déjà cet amour de la nature, cette passion pour la nature, j'ai juste joint l'utile à l'agréable. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les jeunes évitent l'agriculture parce qu'ils pensent que c'est ringard. Oui, c'est pour les villageois. C'est pour les villageois, c'est sale. Oui, c'est ça. Quand on fait ça, on a raté sa vie et tout. Non, on peut faire l'agriculture et être propre. On peut être agricultrice, on peut être pépiniériste ou ce qu'on veut dans l'agriculture et rester swag. Et ça rapporte même beaucoup d'argent. Oui, et rester swag. Parce que non seulement ça paye, si on prend le cas par exemple de la pépinière, on travaille pas sous le soleil. On est à l'ombre, il y a une ombrière au-dessus de sa tête, on travaille à l'ombre. On est assis, on est propre, c'est confortable. Et puis même, qui a dit que le travail devrait être seulement une partie de plaisir? Non, on peut être jeune et faire de l'agriculture. Et que quelqu'un n'aille pas forcément évoqué le terrain, le village, je n'ai pas le terrain, je n'ai pas ci. Même seulement la petite véranda, on peut faire de la pépinière. On n'a pas besoin de 5 hectares pour faire une pépinière. Il suffit d'avoir la volonté. Quand on a la volonté, on se donne un peu le mal d'apprendre parce qu'il y a des formations sur Internet. Le téléphone, ça ne nous sert pas seulement à aller voir des filles qui ont refait le corps ou quelque chose comme ça, ou alors des clashs. Il n'y a pas que ça qu'on peut voir sur Internet. On peut apprendre. Et c'est des formations à 3 fois rien. Moi, j'en ai payé quelquefois 2500 des formations. Donc, pour le greffage des plantes et tout, c'est des formations à 3 fois rien. Et c'est bourré, c'est rempli sur le net. Il y en a même qui sont gratuites. Il faut juste qu'on se donne un peu de mal, qu'on cherche, on trouve et on commence à gagner son pain quotidien. Alors, on va prendre quelques réactions. Bonjour, Madame Amogoubarga. Le pourcentage en matière d'écrivains de sexe féminin est très faible au regard des statistiques disponibles. Dites-nous premièrement ce qui vous a motivé à vous engager dans ce domaine. Et deuxièmement, qu'entendez-vous faire pour vous imposer dans ce milieu qui me semble hautement sélectif? Merci et bonjour à tout le plateau. Bonjour. Hautement sélectif, oui. Le pourcentage faible, peut-être.
J'avoue que je ne suis pas allée jeter un coup d'œil au pourcentage, donc je vais croire à ce que dit, à ce qui a été dit précédemment. Maintenant, qu'est-ce qui m'a amené là-dedans? C'est là où la question a commencé, je crois. Qu'est-ce qui m'a amené là-dedans? Ce qui m'a amené là-dedans, c'est que j'avais des choses à partager. J'avais beaucoup de choses à partager et je n'ai pas fini de les partager. C'est quoi? Il y a eu un choc, c'était quoi exactement? Non, ce n'est pas un choc, ça ne part pas. Non, ça ne part pas d'un choc parce que ce n'est ni un choc ni une thérapie. Je décide tout simplement d'écrire. D'abord, je vais commencer par dire que j'ai un sens assez aigu de l'observation. Je peux regarder ce plateau comme ça et produire quelque chose en termes d'écriture. Donc j'ai un sens assez aigu, oui, assez aigu de l'observation. Et aussi, j'aime écrire. J'aime écrire. Ça me permet de mieux comprendre, de mieux entendre et de mieux m'exprimer. J'aime écrire. Parce que depuis que je parle là, si j'étais en train d'écrire, je suis persuadée que j'aurais fait mieux que ce que je suis en train de dire là depuis. Donc, ce n'est ni un choc, ni un problème, ni rien dans ce goût-là qui m'amène dans l'écriture. C'est tout simplement l'amour de l'écriture et l'envie de partager. Maintenant, comment faire pour se maintenir? Non, continuer de produire, c'est tout. Je commence à peine et je ne compte pas m'arrêter demain. Oui, alors, nous avons là la naissance d'une auteure prolifique peut-être, mais bon, on va la suivre tout à l'heure. On va répondre, essayer de lire encore une autre réaction. Madame Amougou Barga, à suivre la déclinaison de votre CV par la présentatrice, vous incarnez plusieurs casquettes. Dites-nous, comment faites-vous pour être aussi diligente à chaque activité, liée aux multiples casquettes que vous portez? Vous faites tout ça avec tact et finissez. Quel est votre secret? Est-ce qu'on va parler de comment vous arrivez à concilier peut-être tout ça? J'ai compris. Bon, voilà. Est-ce qu'on va parler de secret? Pas vraiment. Secret, c'est un bien grand mot. C'est pour les personnes intelligentes. Je n'en fais pas partie. Mais tout simplement, je vais dire. Comment vous être intelligente? Non, mais si vous avez un cri, commettre un ouvrage, vous savez, c'est pas simplement s'asseoir et dire voilà, j'ai combien d'ouvrages, j'ai écrit un livre. C'est pas donné à tout le monde parce qu'il faudrait qu'il y ait de la cohérence, il faudrait qu'il y ait une idée et une approche aussi. Voilà, ça vous êtes intelligente, excusez-moi. Mais bon, voilà, vous passez à talent de femme, ça veut dire que vous avez beaucoup de talent. Ok. Ce que je veux dire, c'est que comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux? Ce n'est pas la mer à boire. Il faut juste prendre un peu de temps pour telle activité, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut passer à la pépinière le matin, on sait que l'après-midi, on peut passer voir ces autres activités génératrices de revenus aussi. On sait que le soir, par exemple, on peut écrire ou alors tôt le matin, parce que l'inspiration ne se commande pas. Tout à fait. Donc quand ça arrive, peu importe où on se trouve, je peux avoir quelque chose qui me vient en idée maintenant, mais vu les obligations sur le plateau, je ne vais pas me mettre à écrire maintenant, mais je vais aller là à côté, j'ai toujours de quoi écrire dans mon sac, je vais commencer à écrire quelque chose. Il faut un peu d'organisation, c'est tout, et sans se forcer, parce que si on se fait violence, c'est l'inspiration. Un peu de discipline, mais sans se forcer, parce que si on se force, l'inspiration s'en va. Ouais, on parle peut-être un travail spirituel. Vous savez que le spirituel vient du monde un peu céleste. Il faut quand même être assez intelligent. Beaucoup de subtilité aussi quand on travaille. Alors aujourd'hui, vous avez des projets dans l'agriculture. Vous êtes aussi actrice. Parlez-nous un peu de ce côté actrice. Ce côté... On va dire que je suis encore en apprentissage parce que des cinéastes nous offrent, il y a encore des cinéastes dans ce pays qui nous offrent, pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs c'est ouvert à tout le monde, qui nous offrent des formations gratuites quand on est intéressé par le milieu du cinéma. Après, de fil à aiguille, on peut avoir 2 ou quelques petits rôles. Je suis encore en formation, je suis très intéressée par ce milieu et j'y arrive. Peut-être qu'un autre jour, je serai invitée ici et que j'aurai des choses à présenter ici dans ce cas-là. J'y arrive. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des personnes qui ont des corps refaits. Donc, on va peut-être parler de ce côté. On parle des influenceurs, beaucoup plus, et influenceuses entre autres. Alors, quel est le regard que vous portez notamment face à la jeunesse qui s'identifie beaucoup à ces femmes qui aujourd'hui ont pris peut-être à partir l'idéal de la jeunesse. Quand vous demandez aux enfants aujourd'hui qu'est-ce qu'ils souhaiteraient devenir dans quelques années, ils vous disent qu'ils souhaiteraient devenir comme tel ou tel qui est influenceur. On ne connaît pas la provenance de l'argent, mais on voit beaucoup de luxe, beaucoup d'argent. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une jeunesse un peu dépravée, qui quelquefois a peut-être perdu un peu ses repères?
Non, on ne va pas parler de dépravation, c'est un mot assez violent. Non, on ne va pas parler Mais de des fois, il faut se dépravation. faire violence. Oui, on ne va pas parler de dépravation. Nous allons rester des femmes, on va être douces. On ne va pas parler de dépravation. Maintenant, concernant l'influence des influenceurs sur la jeunesse. Ah, l'influence des influenceurs. Quelquefois, j'aime jouer avec le mot. Concernant l'influence des influenceurs sur la jeunesse, c'est dans l'air du temps, les TIC. Et il faut avouer que c'est ces modèles-là que les jeunes retrouvent quand ils ouvrent leur téléphone le matin. C'est pas tous les jours qu'un jeune, en ouvrant le téléphone le matin, trouve autre chose comme modèle, qui n'aime pas ce qui est beau. Et l'influenceur vous montre le côté chic, le côté glamour, le côté bling-bling, le côté beau. Et la jeunesse rêve de ça. Et on n'a pas souvent vu les influenceurs dans leur journée, on n'a pas souvent vu les influenceurs aller au travail, aller au marché, faire de la cuisine, faire des tâches. Ils ont des magasins, des centres de beauté. Voilà, ils laissent penser que leur vie, c'est un pot de miel. Parce que le pot de miel, lui, il est sucré du 1er au 31. Et les jeunes veulent vivre cette vie-là. Mais ce que nous devrons peut-être dire aux jeunes, et c'est aussi le devoir des médias, c'est que cette vie-là, c'est pas la vraie vie. C'est une chimère. Non, mais vous êtes un leader d'opinion aujourd'hui. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui, notamment concernant le cas des influenceurs? Les jeunes doivent aller sur les réseaux sociaux pour se détendre, s'amuser et apprendre. Ils ne doivent pas forcément prendre pour argent comptant c'est tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux parce que je l'ai déjà dit précédemment, ce n'est pas la vraie vie. C'est une chimère, c'est une image à vendre, c'est pour se faire du blé tout simplement. Donc à côté de cette image toujours parfaite là, toujours apprêtée, ces influenceurs ont leur vie, leur vraie vie. Donc les jeunes doivent s'atteler à construire leur vraie vie et ne pas s'accrocher sur une image, sur de la fumée, sur une fumette. Ça, c'est pas une vraie vie. Qu'ils se mettent au travail, qu'ils étudient, qu'ils travaillent, qu'ils apprennent, qu'ils se forment. Ça, ce n'est pas une vie. Voilà ce que nous dit Madame Amoubaga, justement l'auteur, et puis peut-être la conscientisatrice. On va parler de leadership ici, et puis entre autres, on parle de femmes dans l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, vous avez parlé d'agriculture, vous avez parlé plus des activités génératrices de revenus. Forcément, c'est quelque part aussi peut-être l'entrepreneuriat. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat des femmes au Cameroun? Bon, l'entrepreneuriat... D'abord, en général, c'est une bonne chose parce que l'État ne pourra pas prendre en charge tout le monde. Maintenant, concernant les femmes, la femme porte la famille. Donc la femme a l'obligation d'être autonome. Elle ne peut pas toujours compter sur X ou sur Y. Elle porte la famille, elle doit être autonome. Et la femme devrait entrer ou alors doit, parce que c'est même pas une suggestion, la femme doit être autonome, elle doit entrer dans l'entrepreneuriat parce qu'elle a des enfants à élever, elle a une famille à faire et elle doit contribuer à la société. Il faut qu'elle soit autonome. Et son autonomie passera de ce siècle par l'entrepreneuriat. Alors, nous allons lire un message avant de continuer. Bonjour, c'est de la part de Ngambo Liman de l'arrondissement de Blangois depuis l'école technique d'agriculture de Marois. Vraiment, j'apprécie Madame Ngobarga pour sa thèse et profite par cette occasion à sensibiliser les jeunes Camerounais que l'agriculture ne trahit jamais. Comme le président de la République nous dit, la terre ne trahit pas. Donc, chers frères Camerounais, ne restons pas avec les bras croisés, mettons-nous dans ce domaine. Et je demande à Madame Barga beaucoup de courage et j'aimerais apprendre la pépinière en ligne avec elle, si elle le permet. Voilà, vous avez donc quelqu'un qui vit depuis Marois, qui encourage justement l'agriculture et qui dit ça ne trahit pas. Mais néanmoins, il voudrait savoir comment on fait pour avoir une pépinière. Comment faire pour avoir une pépinière? Il faut d'abord avoir de la volonté et après avoir de l'espace. Quand on a eu un espace, je dis, on n'a pas besoin d'un espace très grand. Quand on a déjà eu de l'espace, il faut maintenant choisir ce qu'on veut mettre en pépinière. Parce qu'il y en a qui font dans le bananier plantain, comme moi. Il y en a qui font dans le cacao et autres. Donc, dès qu'il a choisi ce qu'il veut faire, maintenant, il peut chercher l'apprentissage. Il peut apprendre comment est-ce qu'il va élever ces cultures-là parce qu'il faut de la patience.
Oui, au bout de la chaîne, ça paye, mais il faut de la patience. Ben, il a demandé d'avoir, si vous pouvez l'aider, ça veut dire quoi? Après l'émission, vous avez mon contact qui s'affiche en bas de la page. Vous m'écrivez via WhatsApp, je vous enverrai son contact et vous allez donc échanger avec elle. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait, n'est-ce pas, de femmes dans l'entrepreneuriat. Qui dit entrepreneuriat camerounais dit aussi Made in Cameroun. Et aujourd'hui, on sait qu'on est en train de valoriser le Made in Cameroun, notamment avec les PME et puis les projets que le gouvernement propose aussi. Alors, que pensez-vous du Made in Cameroun aujourd'hui? C'est vrai qu'on en parle et puis on essaie de mettre ça en exergue et en lumière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Made in Cameroun pourrait peut-être nous sortir un peu de ce prisme économique qui n'est pas assez reluisant quand même? On ne va pas... c'est vrai que nous ne pouvons pas rester focus sur le Made in Cameroun parce que il faudrait que, c'est à ça que sert l'import-export, il faudrait que ça entre et il faudrait que ça sorte. On parle d'import-substitution. Oui, il faudrait que, justement, il faudrait que ça entre et que ça sorte. Maintenant, le Made in Cameroun, c'est une bonne chose. Non seulement on consomme bio, on consomme frais, et j'ai commencé à remarquer que sur presque toutes les grandes surfaces, on a des rayons Made in Cameroun, c'est vraiment appréciable. Et maintenant, l'information ne circule pas encore assez. L'information ne circule pas encore assez. Mais pourtant, il y a le ministère des Arts, de la Culture, il y a le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le ministre du commissaire du Commerce, qui essaie quand même de mettre ça en valeur. On organise des foires, expositions et tout, mais ça ne prend pas vraiment. Pourquoi, selon vous? Justement, les foires sont organisées, mais l'information n'est pas encore à la portée du premier Camerounais ou de la première Camerounaise. Les gens à l'arrière-pays, le Made in Cameroun, c'est encore quelque chose, un concept qui pour eux c'est encore aérien et fumeux. Ce n'est pas encore assez clair. Si à chaque émission, si les publicités, si chaque fois qu'on ouvre Facebook on trouve du Made in Cameroun, la mayonnaise va prendre. Mais en même temps, on va dire que c'est un nouveau concept, ancien mais nouveau quand même. Il faut du temps aussi pour que ça prenne. Soyons un peu patients. Nous sommes, je crois, sur la bonne voie. Voilà, on va prendre une autre réaction. Bonjour et bonne émission. Moi, particulièrement, j'apprécie vraiment Madame Barga et je voulais savoir comment je peux faire une palmeraie ici, Eugène de Yaoundé. D'accord. Pour concernant la palmeraie, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les bonnes informations sur la palmeraie parce que le palmier à huile, je n'ai vraiment pas côtoyé les formateurs dans ce sens-là. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec juste un peu de méga, on peut avoir tout ce qu'on veut comme information. On va aller sur Google et on va taper comment faire une palmeraie. Tout ce qu'il faut savoir, information sur le début d'une palmeraie. Et je suis persuadée qu'il aura toutes les informations dont il a besoin. Et avec ça rejoint le Made in Cameroun. L'huile de palme est de plus en plus consommée déjà. Et c'est même de qualité, vu la qualité de notre sol. Donc il est en train de choisir une bonne voie, même si la palmeraie vous tue le sol. Après, vous ne pouvez pas mettre autre chose dans la palmeraie. Mais ça donne de l'argent. Je parle des fruits de la palmeraie. Ça donne de l'argent. Donc il va sur YouTube par exemple, il tape tout savoir sur la palmeraie. Il a l'information dont il a besoin. Merci. Madame Amougou Mbarga, si vous n'étiez pas agricultrice, comédienne, actrice de cinéma ou écrivaine, qu'auriez-vous choisi comme principale activité? Et si l'on vous imposait de choisir une seule parmi vos casquettes actuelles et de la laisser tomber, toutes les autres, laquelle choisirez-vous? Voilà. Déjà, si je n'avais pas été tout ça, j'aurais choisi comme métier commerçante parce que j'aime beaucoup le contact avec les gens. Je crois que j'ai un peu le chic, j'ai l'entre-gens. Mais maintenant, si je dois tout laisser tomber pour me concentrer sur une seule chose, la nature, les plantes ont gagné mon cœur parce que on n'est pas stressé quand on est au champ. C'est quand on sort du champ qu'on retrouve le stress et tous les problèmes qu'on a laissés à la maison. On est tranquille, on a l'esprit apaisé et c'est fort intéressant pour écrire. Alors, on va un peu laisser ce domaine. On parle aujourd'hui de politique. Est-ce que vous êtes intéressé par la politique? Ça, c'est le calme, c'est pas moi. Vous réfléchissez. Je réfléchis beaucoup parce que ce domaine-là, je le guette un peu à distance. Et pourquoi? Pour la simple raison que quelquefois le politique est le seul à comprendre ce qu'il dit et ce qu'il avance comme argument.
Souvent, quand le politique dit quelque chose, je n'ai pas assez de recul, assez d'intelligence pour comprendre ce qu'ils disent. Quand ils disent demain, on va faire ci, il y a tel projet qui sera. Et puis je regarde moi de manière pratique, palpable, parce que moi je fais partie des petites gens. Nous, la politique, on ne veut pas les discours, on veut du concret et du palpable. Quand on regarde sur le terrain, il y a souvent une inadéquation entre les deux. Donc, je préfère m'abstenir et laisser ça aux personnes un peu plus intelligentes et guetter ça. Mais pourtant, il y a beaucoup de femmes en politique aujourd'hui. Oui, il y en a. Il y en a. Et qu'est-ce que vous avez remarqué notamment de ces femmes en politique aujourd'hui? Elles ont quand même de la vigueur. C'est des femmes quand même qui elles se démarquent, elles se font remarquer. Elles font des sorties et puis à l'Assemblée nationale. Oui, elles se démarquent. Ouais. Nous avons vu dernièrement Mami Yanga qui faisait son entrée parce que on va l'appeler femme forte, mais je crois que le nombre est encore c'est la seule femme que vous avez. C'est la dernière en date. C'est l'une des dernières. Qui est sénateur aujourd'hui. Oui, c'est l'une des dernières en date qui a fait son entrée. Donc le nombre est encore. Dorothée Waidere, par exemple, qui a du maillot d'Andaï aussi. Le nombre est encore assez inférieur. Peut-être que quand il y aura équilibre, ça m'intéressera plus et puis peut-être qu'elles vont m'entraîner avec elles. Est-ce que vous attendez que les femmes réagissent pour peut-être aussi entrer en politique? Parce que quand on vous entend parler, c'est comme si quelque part vous êtes un peu intéressé, mais comme ça n'a pas encore inféodé réellement le milieu, vous préférez rester en retrait. C'est pas un peu du conformisme? Pas vraiment. Mais si je laissais croire ça, c'est que ce n'était pas la bonne expression, c'est que je n'ai pas renvoyé la bonne expression. Je n'attends pas que elles atteignent un certain quota pour m'y lancer ou pour m'y jeter ou sinon. Je ne suis pas très intéressée en fait. Donc si j'ai laissé penser ça, ce n'était pas la bonne impression. Donc d'accord, la politique aujourd'hui, ça vous intéresse pas. C'est vrai qu'il y a cette question que je vous ai pas posée. Tout à l'heure, vous avez parlé au nom des Kaolo, c'est le titre de votre ouvrage. Est-ce que vous êtes intéressé peut-être à vous extérioriser, aller ailleurs pour continuer votre vie? Pour continuer ma vie, non. Pour aller voir ce qui s'y passe peut-être, pour aller apprendre une formation, pourquoi pas. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Ça sert à rien de rester, il faut le fermer, bloquer. On n'a pas tout ici, donc il faut souvent aller de temps en temps voir ce qui se passe chez les autres. Il faut s'ouvrir au monde. Mais aller m'installer, aller habiter, déjà j'ai un problème avec les réduits. Mais même si c'est un château, j'aime tellement le continent que j'ai tout ce qu'il me faut ici. J'irai souvent chez les autres et je reviendrai au continent. C'est ici que mon cordon ombilical est enterré. Oui, c'est un peu cette mesure que peut-être la Chine en Asie, ils disent souvent, ils vont se former ailleurs et puis ils reviennent construire leur pays. Et puis on a reçu ici à Info Télévision un jeune Camerounais, Vitris Kinfak, qui fait dans le bodybuilding et qui est aussi homme d'affaires. Il vit en Chine, mais il dit, voilà, moi je vis entre la Chine et le Cameroun. Tout ce que j'apprends en Chine, je le ramène au Cameroun. Parce que je pense que le Cameroun a besoin d'être développé et c'est nous qui allons à l'extérieur qui pourront aussi donner notre quote-part, notamment dans ce développement. Est-ce que quelque part vous pensez qu'il y a une immigration qui est peut-être aussi préférable? Parce qu'on parle beaucoup d'immigrés pour aller trouver l'Eldorado, mais il y a aussi une immigration, comme disait l'ancien président français, l'immigration choisie. Bon, en fait, moi je ne vais même pas dire immigration choisie parce que la connotation peut devenir autre. Mais je voudrais dire que l'immigration en elle-même, elle n'est même pas mauvaise. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la manière, c'est la façon et c'est l'idée derrière. Parce qu'on pense que derrière c'est noir, il faut aller chercher là où c'est intéressant. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pas un mauvais mot. C'est pas mauvais d'aller chez les autres, voir ce qui se passe, prendre. C'est ça l'échange. Quand ils viennent ici, ils prennent des choses. C'est pas parce qu'on a traité de tiers-monde qu'il n'y a rien ici. Non, quand nous, si on va là-bas, on peut prendre et apprendre des choses. Ce n'est pas mauvais en soi. Donc vous êtes pour l'immigration, mais une immigration quand même assez stricte et peut-être aussi qui a un apport quelque part un peu conséquent sur le développement du continent, parce qu'on parle d'Afrique, pas forcément simplement du Cameroun, parce qu'on a besoin d'avoir une Afrique unie et puis d'avoir des Africains qui aujourd'hui pourraient penser être autres que des pays pauvres très endettés aussi et créer des industries par exemple. Vous déjà avec ce que vous faites, vous pourrez créer une industrie en peut-être travaillant sur le Made in Cameroun et en
vendant, faisant une communication quand même assez large pour que le public puisse s'intéresser. Mais il faut peut-être faire une étude de marché, travailler avec des marketistes et puis avoir un cabinet aussi, il faut le dire, il faut être professionnel, notamment dans tout ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, on parle de politique, on parle, n'est-ce pas, d'échanges internationaux. Est-ce que vous comptez peut-être dans le temps, faire vendre vos ouvrages à l'extérieur, faire des traductions en plusieurs langues? Ça vous est déjà venu à l'idée? Oui. Nous y avons pensé et c'est un projet. On dira même que c'est en cours de téléchargement parce qu'on a des plateformes telles que Amazon qui nous offrent déjà des opportunités de vendre chez les autres. Maintenant, les traductions aussi dans plusieurs langues, c'est un projet, ça se fera parce que ça ne sert à rien de commettre, ou alors ça ne sert pas à grand chose de commettre un ouvrage si c'est pour le vendre ou tourner avec dans son quartier ou seulement dans son pays. Ça doit sortir. Et pour que ça sorte, il faut que la communication passe. La communication ne passera que quand ça sera avec la langue des autres. Parce que la langue véhicule. Donc il y aura des traductions et même peut-être une version anglaise, pas seulement anglaise, cinéma, pourquoi pas. Ah, vous allez faire adapter ça au cinéma? Oui. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de le Camerounais indivisible, le vivre ensemble. Et je vois que beaucoup d'auteurs ne pensent pas toujours à traduire leurs livres en anglais. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez le dire même à la télé, demander aux auteurs, même à vous, pourquoi il faut traduire vos livres en anglais? Parce que le Cameroun on parle l'anglais et le français. D'accord. Le Cameroun, c'est un pays bilingue, c'est vrai, parfois, même si parfois, nous les Camerounais, on traîne un peu à être bilingues, nous sommes réellement un et indivisibles. Mais peut-être qu'à un moment donné, la culture nous a fait défaut. On a pensé que nous qui vivons dans la partie francophone, on doit rester cantonné dans notre partie et faire tout en français. La traduction en anglais, je veux dire la version anglaise, elle est en cours de téléchargement, elle viendra parce que tout le monde, et non seulement la partie anglaise devra lire, mais aussi le français devient une limite quand on sort du pays. Pour pouvoir vendre, le français devient une limite. Ce n'est pas forcément la langue la plus parlée dans le monde, donc la traduction arrive. Et vous comptez faire les dédicaces notamment dans toutes les 10 régions, ou bien vous allez peut-être aussi aller dans les régions, même aussi, comme vous parlez de traduction, dites anglophone, parce que c'est important aussi, parce que vous savez qu'il y a eu une crise aussi avec des revendications. Peut-être aussi, c'est le moment peut-être de prendre en compte peut-être les doléances de nos frères, parce que nous sommes un seul pays, de nos frères de nos os. La dédicace commencera, les dédicaces se feront au fur et à mesure selon que les disponibilités des uns et des autres, parce que c'est toute une équipe derrière, la maison d'édition et tout le reste, c'est toute une équipe derrière. Les dédicaces se feront au fur et à mesure selon les moyens, les disponibilités, mais l'intention c'est de faire le tour du pays, et le pays ce n'est pas seulement Yaoundé-Douala. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que le pays, ce n'est pas que Yaoundé et Douala. Alors, on va donc prendre la deuxième phase de cette émission qui n'est autre que découverte. On va découvrir les contacts et les proches de Madame Amongo Barga. Il nous dira un peu qui est cette dame aux multiples casquettes. Amongo Barga. Je pense aux adjectifs comme sociable, affable, solidaire, dynamique, travailleuse. C'est une jeune dame bourrée d'art, bourrée de dons. Elle a 1000 cordes à son arc, parmi lesquelles l'écriture, l'agriculture et bien d'autres choses. La cuisine, évidemment, très bonne cuisinière. Vraiment, elle est très solidaire, rassembleur, avec un moral d'acier. Alors, si je devais aller à la guerre avec une personne, sans hésiter, je dirais Amongo Barga. Pour toutes ses qualités humaines et pour sa force de caractère, c'est une bonne personne. Dernière d'une fratrie de 7, c'est notre bouquet de fleurs. Et quand on dit bouquet de fleurs, on sait de quoi je parle. Donc du coup, quand elle a commis sur le marché son ouvrage, son roman, je n'ai pas été surprise. Elle aime beaucoup l'écriture, elle a une belle plume d'ailleurs. Et à côté de ça, elle a, je ne sais pas, elle parle 2, 3, 4, voire 5 langues même d'ailleurs. Donc c'est une personne assez riche. Donc du coup, je ne peux que lui souhaiter bon vent, bonne chance, beaucoup de courage pour ce couloir en plus, parce que c'est un parmi tous les autres qu'elle a déjà
à son actif et très bosseuse. Alors, bon vent à Mougou Mbaga, alias. Alors, on a là le témoignage de la sœur. Il paraît que vous êtes bonne cuisinière aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. J'adore manger. Donc. J'espère que vous allez donner votre contact. Je vais manger chez vous. Hein. Voilà. Et puis, elle a insisté sur le fait que vous soyez polyglotte. Vous parlez plusieurs langues. Comment se fait-il que vous parlez plusieurs langues? Est-ce que je parle plusieurs langues? Je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que, par exemple, ich mag gerne fremde Sprachen, c'est-à-dire j'aime les langues étrangères, j'aime les autres langues. Et quand je dis langue étrangère, ce n'est pas seulement les langues hors du pays, même les langues de chez nous, j'aime les langues étrangères. Je m'attelle quand quelqu'un parle à côté de moi et qu'il parle une langue que je ne comprends pas. Je commence à écouter d'abord la diction, l'expression, les mimiques, et puis je retiens 2 ou 3 mots, je demande ce que ça veut dire et je les garde avec moi. J'aime beaucoup. Je n'ai pas encore eu la possibilité d'en apprendre plusieurs, mais j'ai appris quelques-unes et je les ai déjà à mon actif pour préserver les acquis et je cherche encore d'autres dont je parle quelques langues. Ah ben voilà, elle a dit aussi que la cuisine, tu fonctionnes, tu fais beaucoup de choses à la fois. Oui. Et que si jamais il fallait qu'elle se jette chez une combattante, c'est avec toi qu'elle irait. J'ai une résistance résistante. Donc c'est une Amazone, on a une on en a besoin quand même. On a beaucoup de problèmes. Donc il y a une Amazone aussi. Et j'ai la cuisine, j'aime pas seulement la faire, j'aime aussi manger le résultat de cette cuisine-là parce que j'ai, soit dit en passant, j'ai un sérieux coup de fourchette. Et oui, quand on travaille beaucoup, on doit manger aussi. Ouais. J'ai un sérieux coup de fourchette. C'est que le poids, il est bon. Hein. La cuisine. Et on n'est pas en surpoids, mais c'est étonnant quand même. Si vous mangez beaucoup, ça, on va faire appel à la génétique. Ouais. Ce n'est pas un donc, en fait, vous êtes une grosse mangeuse. C'est comme vous êtes oui, j'ai un sérieux coup de fourchette. C'est pour ça que je dis qu'on fait appel à la génétique, parce que ce n'est pas un espoir. Oui, justement, ce n'est pas un espoir. Ce n'est pas comme si je mange et puis je sais quoi faire. Non, ce n'est pas un espoir, c'est la génétique. La nature m'a gratifié de cette façon-là. C'est la génétique. Chanceuse, mais ça va empêcher qu'on puisse manger. Moi, je continue à manger quand même. Alors, une réaction. Madame Amugobarga, à vous entendre parler, vous nous communiquez volontairement la passion de la lecture. Dites-nous, avez-vous un référent, un mentor, une personne qui vous a encouragé lorsque vous avez été inspiré, ou vous êtes tout simplement une érudite? Non, j'ai beaucoup de personnes, pas seulement une, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont inspiré. D'abord, les personnes qui avaient l'amour, la passion et le goût de la lecture qui m'ont inculqué ou alors qui m'ont injecté ce virus-là. Donc, si je cite quelques personnes ici, je vais citer le docteur Ngono Solange, qui est une aînée, le docteur, la révérende docteur Ova Madeleine, qui est une aînée aussi, Madame Yvette Boucon, qui est une grande sœur aussi, Charles, Vieux, Prosper, beaucoup de gens, ça sont mes frères, ils avaient toujours le nez dans un ouvrage. Et donc, j'ai vu ça autour de moi, à Namougou, j'ai vu qu'ils avaient toujours le nez dans un ouvrage, j'ai vu ça autour de moi, je me suis dit, tiens, ils y trouvent quoi là-bas? Des heures et des heures à bouquiner. Oui, il faut que j'aille un peu voir ce qui se passe là-bas. Puis, j'ai trouvé ce que les autres trouvaient déjà avant moi. Oui, et ça stimule le cerveau, l'intellect. Et on a besoin de beaucoup lire aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a les yeux plongés sur les Android, le digital. Mais on a besoin de lire parce qu'on a même besoin, on a aussi la littérature, même sur le digital, en PDF aussi. Votre livre vendu aussi en PDF? Il y en a. Voilà. Effectivement, il faut du coup, les gens qui ont toujours le nez dans le téléphone, ils ne sortiront pas le nez du téléphone et ils pourront lire l'ouvrage. Il y a même des livres audio, même pour les aveugles, pour les enfants. Voilà, effectivement. La littérature est ce qui nous définit, car sans littérature, des fois, ça éduque. Hein, oui, j'ai un camarade et grand ami qui est malvoyant. Je cherche, et nous sommes en train de travailler sur cette version-là pour lui. C'est l'occasion pour moi de saluer ici le docteur Serge Adjimé. Vous voyez, il est docteur, étant malvoyant, donc
Et c'est vrai qu'aussi la littérature, la lecture en braille, le braille n'est pas très utilisé au Cameroun aussi. De plus en plus utilisé déjà parce que il y a des écoles. Je venais de citer un docteur tout à l'heure là, donc il y en a de plus en plus parce que ça commence déjà à la petite école. Les écoles, ce n'est plus seulement quand on est dans les écoles diversifiées maintenant. On a sorti le braille des écoles spécialisées, je veux dire, pour les écoles ordinaires. Donc ça commence, ce n'est plus ce que c'était avant. On commence à trouver partout des formations aussi. D'accord, alors nous allons prendre, n'est-ce pas, la seconde vidéo, notamment concernant toujours les contacts de Madame Barka. Salut, je suis Merlin Confo. Mais aujourd'hui, c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler d'une personne exceptionnelle, et d'une amie, et d'une sœur, et d'une collègue Aka. C'est pour parler de Amourou Mbarga. Et je ne dirais pas que Amourou Mbarga je suis, ou je me nomme, je dirais Amourou Mbarga. Elle est, ou elle se nomme, parce qu'elle aime bien quand on te présente toi et dit Amourou Mbarga, je me nomme, ou elle dit présente. Amourou Mbarga est une jeune femme que j'ai connue dans le milieu du 7e art, le cinéma. Elle m'a tout de suite marqué. Elle m'a frappé. C'est-à-dire, c'est une personne qui a tellement des ondes positives. Amourou Mbarga, quand elle arrive dans un milieu, elle illumine ce milieu-là. C'est-à-dire, elle devient un peu une lampe, c'est-à-dire une lanterne pour éclairer le milieu. Quand elle prend alors la parole en public, la seule chose à faire, c'est d'arrêter tout et de rester suspendu, scotché à ses lèvres. Amourou Mbarga est une femme dans le milieu cinématographique qui a marqué les gens par son jeu d'acteur, sa diction. Elle n'est pas seulement actrice ou comédienne, si vous voulez. Elle vient aussi de nous présenter ce bijou, ce roman, au nom de Kaolo. Là, tu m'as surpris. Je savais que tu avais plusieurs tours dans ton sac, mais je ne m'attendais pas à ceci. Au nom de Kaolo, pardon, ce roman que je n'ai pas encore pris la peine de savourer. Je n'ai pas encore pris la peine de déguster ou de dévorer parce que c'est tellement riche en émotions, page par page. Amourou Mbarga n'est pas seulement femme cinéaste ni écrivaine, elle est aussi femme au foyer. D'ailleurs, un foyer qu'elle tient très bien. Sur ce côté, je n'ai rien à dire. C'est vrai qu'on dit que les foyers ont les dessous que personne ne connaît. Mais bon, sur ce côté, chapeau. Elle ne se limite pas seulement à ce niveau. Elle est aussi une femme qui a su se replier sur la terre. Parce qu'elle m'a toujours dit, Merlin, la terre ne ment pas. La terre ne trompe pas. Aujourd'hui, elle a lancé des campagnes elle sort des choses dans le champ, des légumes, des plantains, du cacao, bref. C'est une femme futuriste. Amourou Mbarga, chapeau à toi. Je ne saurais avancer sans toutefois lire un petit passage, juste un tout petit passage, parce que c'est tellement riche. Tellement riche, Amourou Mbarga, merci. Voilà. Je voulais une fois de plus aller aux toilettes, mais le risque était grand. Et s'il repartait après moi, alors j'ai eu une idée de génie. J'ai ouvert délicatement mon sac à main et j'ai pris mon téléphone portable. Je m'arrête là. Et vous aurez le temps de découvrir Amourou Mbarga. Et une fois que vous la découvrirez, vous ne la laisserez plus jamais partir. Car c'est une femme qui a des ondes positives autour d'elle. C'est une femme qui sait conquérir des gens.
Merci. Alors, on a votre ami qui est entouré de vos ouvrages. Ça, c'est une image quand même assez... c'est indicatrice. C'est un indicateur déjà. On voit bien qu'il aime la littérature. Et puis, il a dit vous avoir rencontré dans le domaine de l'actorat. Ouais. Vous êtes actrice aussi également. Ouais. Ça s'est passé comment votre rencontre? Notre rencontre, parce que Merlin, c'est son nom, il s'occupe également des ventes concernant au nom des Kaolo. Nous nous sommes rencontrés déjà pendant les masterclass, parce que tous les festivals qui se passent là, un peu comme le festival Écran Noir, oui, après offre des masterclass à tous les volontaires et c'est gratuit. Oui. Oui, il n'y a qu'à venir s'asseoir et tout, on ne demande rien, aucun diplôme, aucun papier, c'est gratuit. Donc il y en a comme ça, il y a le Yara aussi, il y en a plein. La journée, il y en a plein. Donc, on s'est rencontrés dans le cadre de ces masterclass-là. On a fait des formations ensemble. Je dis merci à Tata Hermine Yolo qui nous a formés. On a fait des masterclass ensemble. Et ça a collé tout de suite. Parce que lui, c'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un de vraiment simple, donc ça a collé tout de suite. Il y a des gens, on les rencontre pour la première fois et ça ne colle pas. Oui. Mais il y a des personnes, c'est vraiment facile le contact parce que c'est comme si on les connaissait depuis des années et tel qu'il dit là. Il n'y a pas de hasard peut-être. Pardon? Il n'y a pas de hasard peut-être aussi. Oui, on dira qu'il n'y a pas de hasard. On ne s'est plus jamais lâché et on a travaillé sur plusieurs projets ensemble et nous sommes même sur un nouveau projet donc on ne s'est plus jamais lâché et ce n'est pas demain qu'on se lâchera. Du moins moi je ne lâche rien. Ah, lui il dit qu'il aime la littérature. Est-ce qu'il est aussi écrivain, ton ami? Écrivain peut-être pas dans le sens, c'est-à-dire pas dans les romans ou les livres, mais plutôt dans l'écriture scénaristique. Ah d'accord, les scénarios. Voilà. D'accord. Et à part ça, vous faites dans le roman, c'est ça? Oui. Est-ce que vous comptez faire autre chose à part le roman? Vous aimez la poésie également? Oui, j'aime beaucoup la poésie, mais je ne me jeterai pas là-dedans demain parce que les poètes, c'est des personnes à part. Oui, ce n'est pas des personnes ordinaires. Parce les écrivains également, oui, ce sont des personnes à part. Oui, vous êtes une personne à part. Peut-être que les écrivains ne sont pas des personnes ordinaires, on va dire ça comme ça, entre guillemets, ou une cote. Mais les poètes, ça va encore un peu plus loin. Parce que quand on lit une poésie, c'est comme si ça vient d'ailleurs. Donc, c'est des personnes... faut vraiment pas se réveiller un matin pour s'aventurer là-dedans. Ça m'intéresserait bien. Et peut-être que, comme j'aime les masterclass, là, je vais m'apprendre parce qu'il y a encore des cases vides dans mon cerveau. Peut-être que je tomberai demain sur une formation et je vais me lancer. Parce que je venais de finir, pas que je venais, j'ai fait une formation l'année dernière sur l'écriture du polar et je suis en chemin pour le polar. Ah, le polar, d'accord. Oui, je suis en chemin. Voilà, les romans policiers. Oui, oui. Alors, Madame Bagamogo, c'est génial quand vous parlez aussi allemand parmi vos langues, car moi je fais allemand et je serais aussi bien si vous nous partagez vos recettes. C'est toujours Eugène de Yaoundé, voilà. On sait que vous êtes polyglotte, hein. Vous parlez plusieurs langues. Je vais partager mes recettes, si on appelle ça des recettes. Déjà, je vais encore nous inviter à aller sur YouTube. Il faut bien que notre téléphone nous serve à quelque chose. Il faut bien que nos mégas nous servent à quelque chose. Je vais sur YouTube et puis il y a des émissions en allemand. Il y a des films en allemand. Donc, on choisit si on aime les films de guerre, si on aime les films d'amour, à l'eau de rose, on choisit. On télécharge ces films-là et on commence à regarder les films. Et maintenant, si on trouve que les films sont un peu plus lourds, si on est en apprentissage et que les phrases sont lourdes et tout, on peut commencer par même les dessins animés, pour des petits trucs. Il y a des petites émissions, il y a la musique. Et après, maintenant, il faut lire. Il y a le dictionnaire. Si on prend 10 mots par jour, non. Peut-être 10 c'est beaucoup. Quand on débute l'allemand, c'est assez lourd. Si on prend 5 mots chaque jour, au bout de 6 mois, on a engrangé un certain nombre. Voilà des recettes. Alors, on prend une autre réaction. Il y en a beaucoup, hein. S'il vous plaît, j'aimerais savoir ce que ce roman dit. Et je demande à Madame Ngobaga si le roman est déjà disponible. Oui, le roman est déjà disponible chez les éditions Le Midi. Edimid, oui. Déjà, on dit bonjour à Eric Tchumke, qui est l'éditeur. Oui, les éditions Clé, oui. Ça, c'est à Yaoundé, il faut rappeler. Oui, donc Vastos Yaoundé, voilà. Voilà, vous avez les points de vente déjà de tout. Et il est vendu à combien le livre? Le livre coûte 10 000 francs. 10 000 francs. Vous pensez que c'est à la portée de tous les Camerounais? J'en ai discuté pendant longtemps avec l'éditeur, M. Eric Tchunke. Il a estimé que c'était le juste prix.
Oui. D'accord, bon bref. De son expérience, je n'allais pas aller à l'encontre. Tout à fait. Alors, on va prendre la dernière vidéo. Bonjour, bonjour, bonjour à vous en studio et bonjour à votre emblématique invitée, Madame Amougou Mbarga. Pour ceux qui la découvrent pour la première fois, avant d'être l'écrivaine prolifique que vous recevez ce matin, Madame Amougou Mbarga est d'abord avant tout une excellente comédienne, une actrice de cinéma engagée, une cultivatrice dévouée et une couturière convaincue. Nous nous connaissons depuis des décennies et avons toujours entretenu des rapports détendus, d'amitié sincère, de convivialité et de respect mutuel. Alors, fort donc de cela, s'il m'était demandé de la définir, je n'en ferai qu'une encyclopédie. Mais dans le cas de votre émission, je vais mettre l'emphase sur 5 de ses principales qualités. Premièrement, en elle, j'ai remarqué la passion. Elle a très vite compris que rien de grand dans ce monde ne peut se bâtir sans passion. Que ce soit ces multiples casquettes que je viens de citer ci-dessus et bien d'autres que je ne peux pas citer s'il faut de temps, cette dame a toujours mis toute la passion. La preuve, c'est cette passion qui a permis l'écriture et la sortie du livre qui fait l'objet de son invitation sur votre plateau. Deuxièmement, en cette dame, j'ai remarqué la détermination. Sachez-le, elle n'abdique jamais, mais alors jamais. Quels que soient les obstacles, les épreuves, nonobstant les déceptions ou les frustrations, elle fonce et atteint toujours ses buts. Troisièmement, en elle, j'ai décelé l'ingéniosité. Alors, troisièmement, comme qualité remarquable dont jouit votre invitée, Madame Amougou Mbarga, c'est l'ingéniosité. Elle sait toujours maximiser les ressources limitées dont elle dispose pour réaliser de grandes choses. Et quatrièmement, il y a l'ouverture d'esprit. C'est une dame qui est essentiellement flexible. Elle sait écouter les autres et connaît à quel moment adapter ses plans. Et cinquièmement, il y a cette capacité d'apprentissage. Ne dit-on pas que celui qui sait d'apprendre cesse de vivre? Et votre invité l'a si bien compris. À l'exemple d'un chef d'entreprise, l'écrivaine prolifique qu'elle est une éponge qui absorbe et retient tout sur son passage. Mais au moment de la presser, elle ne ressort que de la crème. En définitive, que dirais-je de votre invité? Je pourrais, sans risque de me tromper, affirmer qu'elle est l'unique définition de l'écriture. En conclusion, que dirais-je de votre invité? Sans risque de me tromper, j'affirmerai mordicus quelle est l'unique définition de l'écriture. À son actif, déjà un livre sur le marché, celui qui fait l'objet de son invitation sur votre plateau, mais également de nombreuses autres en préparation. C'est un perpétuel bonheur de la lire dans ses premiers livres et un constant honneur de travailler avec elle. Bien entendu, toutes ces différentes qualités que j'ai ci-dessus citées sont chapeautées par une qualité mère, la foi. Madame Amougou Mbarga est d'une foi inébranlable. C'est une fervente croyante. Madame Amougou Mbarga
je ne t'appellerai pas mon ami, car un ami est un mot court dont beaucoup prononcent sans recours. Mais j'aimerais pour toi en inventer un nouveau et souhaiterais désormais t'appeler mon ancien ami. Ceci pour te prouver mon amitié pour toujours. Bien, mon ancien ami, bon vent à toi, total succès dans ta nouvelle profession. Alors, il y a des choses à vous en studio. J'étais et je reste Floribert Boyogeno, le chef du village de paix et de succès. Le chef du village de paix et de succès. Voilà, ben merci déjà d'avoir participé. Il est quand même très enjoué, hein. Il est quand même assez très ouvert, très rigolo. Et puis, c'est vrai qu'il y a une profession qu'on n'a pas citée. Vous êtes couturière également, à ce qui paraît. Ça, on savait pas. On m'aura donné toutes les professions aujourd'hui. En fait, quand on dit profession, on parle vraiment de professionnalisme, non. Je sais faire une ou deux choses dans la couture parce que si on parle de professionnel, l'artiste, Masqueté, c'est un enfant de notre mère aussi. Lui, c'est un professionnel de la couture, un vrai. Et donc, à force de le côtoyer, déjà, c'est lui qui fait tout pour nous à la maison, et ben, en termes de couture, et même hors du pays. Quand il faut parler de couture, c'est sa casquette. Et maintenant, il est ouvert. Si quelqu'un veut apprendre une ou deux choses à piquer l'aiguille, et je suis une femme, je dois savoir rapiécer, raccommoder. Et donc, je sais faire une ou deux choses en couture. On ne va pas parler, on ne va pas donc, toutes les femmes doivent apprendre. Logiquement, toutes les femmes doivent savoir raccommoder, rapiécer, tout au moins, parce qu'il faut fixer un bouton. Quand il saute, on ne va pas jeter un vêtement parce que le bouton a sauté. Merci. Je salue mon ancien ami et tous les habitants du village de Succès. Donc, je salue mon ancienne amie, merci. S'il vous plaît, est-ce que ceux qui n'ont pas les moyens font comment pour avoir le livre? Ça, c'est une question qui vient. Oui. Madame Amogo Barga, vous êtes pour l'immigration, mais une immigration disciplinée et réglementée. Quel conseil donneriez-vous à tous ces jeunes qui persistent dans l'immigration clandestine et très souvent au prix de leur vie? D'abord, on va revenir sur le livre pour ceux qui ont parlé de moyens. Monsieur Eric Tchonke, l'éditeur, il a évoqué ce volet-là et je ne sais pas, je ne suis pas une professionnelle de l'édition. Je ne sais pas dans quel cadre il pourra, peut-être plus tard, peut-être pas aujourd'hui, parce que le livre, il faut savoir rentrer dans ses frais d'abord. Le moment venu, à partir d'un PDF, peut-être qu'il verra comment il pourra mettre à la disposition. Je ne sais pas comment il va faire dans ce sens-là, mais il y pense. Il a déjà évoqué ça. Maintenant, parlant des jeunes qui s'entêtent à partir, il y aura toujours, tant que la terre sera terre, il y aura toujours des gens qui partiront. Mais on ne cessera de marteler. On va continuer de leur dire, faites gaffe. Ce n'est pas la peine si vous pensez que ici c'est l'enfer, pourquoi quitter l'enfer pour aller mourir? Peut-être qu'on peut survivre dans cet enfer, peut-être qu'on peut travailler ici, peut-être que l'espoir n'est pas totalement perdu. Il faut essayer de revoir son mindset. Peut-être que l'espoir n'est pas totalement perdu et essayer de changer. Si on a une méthode qui ne marche pas, on peut la changer. Si on était dans un couloir qui ne marchait pas, on peut changer. On peut encore s'en sortir dans ce pays. Je suis persuadée que tout n'est pas perdu. Il y a encore espoir, on peut toujours. D'accord, merci. Donc, on va donc arriver à la troisième phase de l'émission, qui n'est autre que le quiz. Nous sommes de retour sur Info TV, à l'émission Talent de Femmes, avec comme invitée Madame Amogo Barga. Nous sommes à la dernière phase de l'émission, avec le quiz qui consiste néanmoins à répondre, en tant que femme leader, à répondre aux questions d'intérêt général, les questions que se posent les téléspectateurs et peut-être la société. Alors, tout à l'heure, on a évoqué l'immigration. On va demander quel est le conseil que vous donneriez aux Camerounais. Peut-être je vous la repose d'une manière un peu singulière. Cameroun et immigration, où en est-on? Que faut-il faire? Cameroun et immigration, que faut-il faire? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais peut-être que les conventions devraient alléger la tâche aux personnes qui veulent par exemple aller étudier, qui veulent par exemple aller se former. Parce qu'on a vu des gens trimer, même après un regroupement familial, ils n'ont pas pu.
On a vu des étudiants regroupés à Campus France des jours et des nuits pour essayer de décrocher le précieux sésame pour aller étudier. Peut-être que entre pays, amis et frères, comme ça se dit souvent, je ne vais plus employer le terme de mère patrie, c'est dépassé déjà. Entre pays, amis et frères, on devrait s'ouvrir au monde. Je ne pense pas que ça soit aussi difficile pour ceux qui sont à l'extérieur. L'Angleterre, l'Allemagne, la France, d'entrer au Cameroun. Pourquoi est-ce que le contraire serait si difficile? Peut-être qu'on devrait lâcher du lest pour que les gens puissent aller étudier, se former et pourquoi pas faire le tourisme et revenir. On devrait. D'accord. On parle notamment de femmes ici. Je sais pas, vous avez été quand même au courant. Depuis le mois de janvier, le Cameroun fait suite à de nombreux féminicides, des crimes commis sur les femmes. Alors, les violences basées sur le genre, est-ce que les femmes pourraient être la cause selon vous? Quand on parle de VBG et on va indexer les femmes comme la cause, On demande si les femmes pourraient être la cause. Même si c'est au conditionnel, ça heurte. Parce que la victime ne devrait pas être la cause de quoi que ce soit. Ça heurte. On ne peut pas assassiner une femme. On ne peut pas commettre un viol ou un viol sexuel sur une femme et oser penser qu'elle aurait été la cause. Même au conditionnel, ça heurte. Non. Elle reste victime. Et selon vous, qu'est-ce qu'elles devraient faire si elles sont victimes, par exemple, de violences? Les femmes devraient d'abord être plus défendues. Et pour qu'elles soient défendues, peut-être que ce que nous allons considérer comme victimes devrait être un peu plus enseigné. Je ne vais pas parler de ses droits. Ça doit commencer par l'éducation de la petite fille. Il faut qu'elle apprenne qu'elle ne doit pas être touchée n'importe comment. Généralement, dans le cadre des VBG, c'est souvent l'individu que l'on connaît. C'est un tonton, c'est une tata, c'est quelqu'un à qui on a confiance. Mais si on donne des éléments, des arguments à l'enfant, il pourra se défendre. Il pourra parler. Parce que les victimes n'arrivent pas à parler. Donc, enseignons à nos petits-enfants à s'exprimer. À dénoncer. À dénoncer. Parce que même si c'est dans la maison, parce que généralement, parfois les victimes... les victimes, et vous savez quand même que les cas d'inceste sont un peu tenus comme honteux. Bien sûr. Bien sûr que les cas d'inceste sont tenus comme honteux. Généralement, quand il y a un cas d'inceste dans une famille, la réaction instinctive, c'est de couvrir. Mais quand on couvre comme ça veut dire que d'autres cas seront commis. Le violeur, c'est le cas de le dire. On va l'appeler. Comme ça, on ne va pas on ne va pas chercher un autre mot, on ne va pas habiller les mots. Le violeur va continuer à commettre des viols tant qu'il sera couvert. Dénonçons. Et apprenons aux enfants à dénoncer. Apprenons aux victimes à dénoncer et à parler. Et maintenant... Parce qu'il y a la honte, le regard de l'autre. Et maintenant, dans les commissariats, peut-être qu'on devrait apprendre à écouter les victimes aussi. Parce que quand quelqu'un entre dans un commissariat et dit « j'ai été violée », vous étiez habillé comment? Vous étiez à quel endroit? Vous étiez où? Non, je suis la victime. La personne est la victime, elle doit être écoutée, l'écoute d'abord. Merci. D'accord, on parle maintenant de droits de l'homme entre culture et modernisation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques jours, le ministre des Relations extérieures a pondu un communiqué, notamment concernant la visite d'un ambassadeur des LGBT. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de culture et de modernisme qui peuvent cohabiter ensemble, peut-être selon le contexte camerounais ici, entre culture et modernisation? Est-ce qu'il y a une faille? Entre culture et modernisation, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir de sa culture. Je veux dire, on ne va pas totalement rejeter ce qui vient de l'autre. Et on ne va pas délaisser nos cultures au nom de la modernité pour aller embrasser tout ce qui vient. Le contexte est important. Nous devrions remettre les choses dans leur contexte. Les cultures des autres. La culture LGBT+. Parce qu'il n'y a pas seulement LGBT. LGBTQ, oui, et plus. On ne se sont pas arrêtés à Q, peut-être qu'un jour on va arriver à Z. Il y a plus. Donc LGBT et plus, je n'en connais pas un rayon sur notre culture, mais ça ne fait pas réellement partie de notre culture. Donc, on ne va pas cracher sur les personnes qui sont LGBT+, mais il faudrait à un moment que ces personnes-là respectent notre culture, respectent le fait que
le LGBT+, ne soit pas notre pain quotidien. Qu'il respecte la ce loi que nous aussi, sommes et après respecte la loi camerounaise qui ne permet pas encore aux LGBT+, de s'épanouir, de se marier, de faire tout ce qu'ils veulent ici, là. Nous respectons ça ailleurs. Donc ils ont aussi l'obligation de respecter ce que nous sommes et avec nos lois, parce que nous sommes autonomes. Merci. Voilà, il y a aussi le Conseil national de la communication, il y a quelques jours aussi, a fait un communiqué notamment demandant aux chaînes étrangères diffusées au Cameroun de ne plus peut-être diffuser des films qui promeuvent l'homosexualité. Alors, selon vous, vous pensez que cette décision est louable pour l'éducation des enfants, par exemple? La décision... Vu le contexte, la décision est à applaudir. Parce que nous n'avons pas fini d'apprendre à nos enfants notre culture. Nos enfants sont déjà confrontés à la culture qui vient d'ailleurs via les TIC et tout le modernisme qui va avec. Donc nous n'avons pas fini de leur apprendre notre culture. Nous n'allons pas laisser nos enfants être débordés par ces cultures-là qui viennent d'ailleurs. On ne dit pas à nos enfants de rester fermés, mais on dit à nos enfants d'avoir un pied ancré dans notre culture avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, peut-être qu'on ne saura même pas où on va. Donc, c'est à saluer et même à applaudir. Comme on dit au continent, on applaudit pour qui? On applaudit pour qui? D'accord. Voilà, la dernière question concerne le sanitaire. Alors, on fait suite à une crise peut-être de choléra au Cameroun. Selon vous, quelles mesures devraient être prises? C'est vrai que le ministère de la Santé publique mène une grande campagne là-dessus, mais vous, en tant que femme leader, quel est le conseil que vous donneriez aux familles aujourd'hui pour éviter le choléra qui est très mortel aussi? D'accord, nous allons commencer par les tout petits. Parce que le message, ça passe mieux et ça devrait mieux passer par les tout petits. Apprenons déjà aux tout petits l'hygiène des mains. Parce que nombreuses de ces maladies passent par les mains. C'est pas pour rien que certaines sont appelées maladies des mains sales. Oui. L'hygiène des mains. Lavons-nous les mains à tout bout de champ et même à l'excès si c'est nécessaire. Vous allez peut-être me dire que nos robinets sont parfois secs, mais on sait comment trouver de l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est pas parce que nos robinets sont secs que nous ne vivons pas. Lavons-nous les mains. Lavons tout ce qui est cru. Lavons les fruits. Lavons-nous les mains. Toutes ces choses-là passent par les mains. Tout simplement, c'est basique. Oui. On se lave les mains, avoir une bonne hygiène de vie. Oui, l'hygiène de main passe par le l'hygiène des mains. Voilà, c'est le conseil de Madame Amougou Mbarga qui était notre invitée d'aujourd'hui. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Mais avant de partir, Madame Amougou, quel est face à la caméra le conseil que vous donneriez? Et puis dites-nous aussi comment va se vendre le livre, les dédicaces vont se passer comment. Et voilà, en tant que femme leader, entrepreneur et tout, face à la caméra, dites-nous un peu ce que vous pensez, n'est-ce pas, des femmes en général et puis l'apport qu'elles pourraient avoir dans la société. Les femmes, de par leur nombre déjà, parce que depuis un moment, on nous a dit qu'elles étaient en surnombre. Les femmes, de par leur nombre déjà, pourraient se soutenir entre elles. Et je veux dire, quand un projet est lancé sur le marché et qu'il est porté par une femme, les autres femmes devraient la soutenir. Donc, les femmes vont lire, les femmes vont acheter, je suis persuadée, parce que la femme est généreuse par essence. Maintenant, parlant des dédicaces, le calendrier des dédicaces est en train d'être établi. La première commence par Yaoundé, la capitale politique. À la fin de ce mois, le 30 juin, vendredi, le 30 juin, le lieu choisi, c'est l'Université catholique d'Afrique centrale, le campus Ekounou. Merci. Oui, sans publicité d'ailleurs, voilà, vous avez toutes les informations. Ben, merci d'être passé chez nous et puis bon courage pour la suite et bonne continuation. Merci. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Alors, merci de nous avoir suivis. Restez sur Info Télévision. On dit merci à Anissa à la diffusion, à la réalisation Ben Valls, à la supervision générale de Genève. Portez-vous bien, mais surtout ne bougez pas car la suite est aussi alléchante avec Palabre des jeunes présenté par Olga Bissala.